En pleine guerre froide, un haut gradé soviétique devient un espion au service des Américains, au péril de sa vie. Les informations qu'il fournissait étaient une mine d'or pour la CIA. Il m'a dit « Je ne fais pas ça pour ton pays. Je fais ça parce que depuis 60 ans, les Russes souffrent à cause des ordures qui dirigent le Parti communiste. » Croyez-moi, il n'y a rien de plus exaltant que de voler les secrets de l'Union soviétique sous le nez des autorités russes. Mais les Américains ne sont pas les seuls à espionner leur ennemi. Les services de renseignement soviétiques collaboraient avec une centaine d'agents aux États-Unis. Rick Ames s'est présenté à l'ambassade soviétique parce qu'il avait une offre à leur faire. Et certains l'ont payé de leur vie. C'était un traître et il avait du sang sur les mains. Dans le milieu de l'espionnage, la frontière entre le bien et le mal est souvent floue. Et les conséquences d'une trahison peuvent être fatales. On vous tirait une balle derrière la tête. Et votre corps était enterré dans une tombe anonyme. C'était comme si vous n'aviez jamais existé. Ce n'est qu'après notre départ pour l'Inde en 1973, quand j'avais 16 ans, que j'ai découvert le véritable métier de mon père. C'est un article du Times indien qui fait tomber la couverture de Paul Dillon. Son nom et ceux de tous les agents de la CIA travaillant à l'ambassade américaine de New Delhi étaient cités. De nombreuses années plus tard, un autre article révèle encore plus d'informations sur ses activités pour la CIA. Mon père était l'officier traitant de Dmitri Polyakov, un général soviétique qui a travaillé pour les États-Unis durant la guerre froide. Je me suis donc mise à chercher des informations sur cet homme. Et j'ai fini par découvrir qu'après des années de service, il avait été trahi par un agent de la CIA à la solde du KGB. À 30 ans, le lieutenant-colonel Dmitri Polyakov, un héros de la Seconde Guerre mondiale qui a reçu l'Étoile rouge pour ses exploits, part pour New York avec sa famille. Il doit y travailler pour le service de renseignement militaire soviétique, le GRU. Quand Dmitri Polyakov est arrivé à New York, on lui a assigné un poste aux Nations Unies, au sein du service de diplomatie militaire de l'Union soviétique. Mais ce n'était qu'une couverture. Parce qu'en réalité, il menait des opérations d'espionnage contre les États-Unis, en tant que lieutenant-colonel du GRU. Son travail consistait à recruter des fonctionnaires américains ayant accès à des informations confidentielles. C'était une stratégie qui fonctionnait très bien. En plus de ce travail de recrutement, Polyakov dirige un réseau d'espions russes opérant sur le territoire américain, le groupe des illégaux. Les renseignements soviétiques avaient l'habitude d'attribuer de fausses identités à leurs agents. Ces derniers partaient ensuite vivre dans un pays étranger où ils se débrouillaient pour se fondre discrètement dans la masse, de manière à passer totalement inaperçus. Ils étaient tous formés aux techniques d'espionnage et parfois même de sabotage. Et ils faisaient profil bas tout en se tenant prêts à passer à l'acte dès qu'on ferait appel à eux. Oleg Kalougin, alors général-major du KGB, est l'un des cerveaux des opérations d'espionnage menées par l'Union soviétique à l'Ouest. Si on parle uniquement des activités d'espionnage et de contre-espionnage, je dirais que nos services collaboraient avec plus d'une centaine d'agents de renseignement sur le territoire américain. L'URSS était terrifiée à l'idée que les États-Unis aient recours à la bombe nucléaire.
et vice-versa. Les renseignements soviétiques et américains faisaient donc tout pour savoir si une attaque allait avoir lieu. Today, every inhabitant of this planet must contemplate the day when this planet may no longer be habitable. Every man, woman, and child lives under a nuclear sword of Damocles, hanging by the slenderest of threads, capable of being cut at any moment by accident or miscalculation or by madness. La guerre froide était une confrontation à très grande échelle entre les deux plus grandes puissances mondiales de l'époque. Les enjeux de ce conflit étaient incroyablement élevés. Conscientes des succès des activités d'espionnage soviétiques, les autorités américaines soupçonnent rapidement Dimitri Polyakov d'être un agent secret. Le FBI demande donc à leurs contacts au sein des Nations Unies de se rapprocher de lui. Ils sont devenus amis. Et quand Polyakov s'est senti suffisamment en confiance avec son collègue américain, il lui a confié qu'il n'appréciait pas du tout Nikita Khrouchtchev. Cette hostilité à l'égard du dirigeant de l'URSS est inattendue. Plus surprenant encore, Polyakov demande à rencontrer le général O'Neill, commandant de la première armée américaine. Il l'a rencontré chez le chef du district militaire de New York à l'occasion d'une soirée mondaine. Et comme les règles des opérations de contre-espionnage l'exigeaient à cette époque, le FBI a placé des micros dans la pièce où les deux hommes ont échangé. Arrivé à la réception en compagnie de sa femme, Nina, Dimitri Polyakov est escorté jusqu'au bureau où l'attend le général O'Neill. Le FBI, qui s'occupe des affaires ayant lieu sur le sol américain, a d'abord tenu à ce que Polyakov rencontre l'un de leurs hommes, avant de le présenter à la CIA. Et c'est l'agent John Maybe qui a été le premier à s'entretenir avec lui. Dès leur première rencontre, Polyakov affirme vouloir changer de camp et travailler pour les Américains. Le problème avec les volontaires, c'est qu'il est difficile de savoir s'ils sont fiables ou si ce sont des agents doubles envoyés par l'ennemi pour perturber certaines opérations. Et à cause de son profil, le FBI avait énormément de doutes sur Dimitri Polyakov. Pour savoir s'il ment, John Maybe lui demande de fournir les noms de tous les cryptographes qui travaillent au siège du GRU à Washington. Mais ce n'est qu'un test. Le FBI connaît déjà leur identité. La liste fournie par Polyakov est irréprochable, et il va plus loin. Il a aussi donné les noms de tous les agents du programme illégaux déployés sur la côte Est et des fonctionnaires américains recrutés par les Soviétiques. C'était une aubaine incroyable. Il s'agissait d'un haut fonctionnaire du GRU qui connaissait l'identité de tous les Américains travaillant pour l'URSS. Ça nous a donné la certitude que les Soviétiques avaient infiltré notre gouvernement. Et ça nous a surtout permis de neutraliser ces menaces. Il faut se mettre à la place de John Maybe, l'agent du FBI. Quand Polyakov lui a raconté qu'il dirigeait le programme illégaux, il n'en revenait pas. On pouvait difficilement trouver meilleure source d'informations que lui. Le FBI s'attendait à ce que Polyakov exige quelque chose en retour. Mais à part le remboursement de certains frais et quelques cadeaux pour ses collègues, il n'a rien demandé.
Son mépris pour Nikita Khrouchtchev était l'une des principales raisons de sa motivation pour collaborer avec les Américains. Et il craignait que l'URSS prenne l'avantage dans la guerre froide. Donc il voulait rééquilibrer le conflit en aidant les États-Unis à comprendre les stratégies et les objectifs des Soviétiques. Si Polyakov veut changer de camp, c'est aussi parce que le GRU n'a pas autorisé une opération du cœur qui aurait pu sauver l'un de ses enfants. Il voulait que son fils soit opéré à New York, mais ses supérieurs ont refusé et l'enfant est mort. Ce drame a probablement achevé de le convaincre qu'il était entouré d'individus égoïstes et sans pitié, et qu'il devait agir pour débarrasser son pays de ce genre de dirigeants. Durant les 5 mois suivant leur première rencontre, John Mabie retrouve régulièrement Polyakov chez lui dans le plus grand secret. Mais le lieutenant-colonel finit par être réaffecté au siège du GRU à Moscou. Dimitri Polyakov, qui répond désormais au nom de code Topat, embarque à bord du RMS Queen Elizabeth en direction de Cherbourg. Mais il n'est pas seul, car les agents John Mabie et Ed Moody font également partie du voyage. Les 3 hommes restent en contact tout au long de la traversée. Les 2 agents du FBI continuent d'interroger Polyakov et lui apprennent les techniques de chiffrage qui lui permettront de communiquer avec les services secrets américains à Moscou. Un nombre précis est attribué à chaque lettre de l'alphabet, permettant de transmettre des messages cachés derrière des séries de chiffres. Parvenu à Cherbourg, il se donne rendez-vous à Paris pour un dernier entretien avant le départ de Polyakov pour Moscou. Mais Topat ne se présente pas au rendez-vous. Les agents secrets qui devaient opérer à Moscou pendant la guerre froide couraient un immense danger. C'était sans doute les missions les plus complexes à organiser et à accomplir pour les services de renseignement occidentaux. On ne pouvait pas faire plus hostile comme environnement pour un espion. La ville était surveillée en permanence, les contrôles d'identité étaient très fréquents, les forces de l'ordre étaient partout. Et ça n'a quasiment pas changé depuis. Moscou reste une ville extrêmement dangereuse pour les agents au service des pays de l'Occident. Donc, quand Dimitri Polyakov est arrivé en Russie, il s'est retrouvé face à un défi gigantesque. Le FBI n'ayant aucune autorité à Moscou, c'est la CIA qui prend le relais. Au GRU, Dimitri Polyakov est affecté à la division américaine, un poste qui lui donne accès à des informations top secrets sur les opérations d'espionnage russes aux États-Unis. Et il ne tarde pas à les transmettre à la CIA. Il utilise la méthode de la boîte aux lettres morte. Il attache un microfilm contenant des renseignements de la plus haute importance sous un banc public pour qu'il soit récupéré par un agent de la CIA. Le document révèle l'identité de 4 officiers de l'armée américaine travaillant pour le compte du GRU et du KGB aux États-Unis. Il a aussi recours à une autre technique pour communiquer avec la CIA. Des petites annonces codées publiées dans le New York Times. Ici, Donald F. désigne Dimitri Polyakov. Art et Phil font référence à l'emplacement d'une boîte aux lettres morte. Ce message confirme que des documents cachés par Polyakov dans le métro ont été récupérés. Moody et Brother Edward désignent l'auteur de l'annonce, Edward Moody, et John F. fait référence à John Mabie. Mais peu de temps après, le KGB arrête un colonel du GRU, travaillant lui aussi pour la CIA et le MI6, les services secrets britanniques. Oleg Penkovsky, nom de code Héros. Il est condamné à mort pour haute trahison. Une énième preuve du danger que courent les agents russes espionnant le régime soviétique. Désormais, Topat doit redoubler de vigilance. Il n'a plus donné de nouvelles jusqu'à la fin de son séjour à Moscou. Ça a duré 4 ans. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était attendre qu'il nous fasse savoir où on pourrait le rencontrer à nouveau. Ça nous a demandé beaucoup de patience.
À l'autre bout du monde, la guerre du Vietnam s'intensifie et Dmitri Polyakov est envoyé à Rangoon. Ça a été un immense soulagement pour nous. Il allait enfin quitter Moscou, ce qui signifiait qu'on aurait à nouveau l'occasion de le voir et de lui parler. Topat transmet aussitôt des informations sur les systèmes de lancement de missiles soviétiques, sur l'implication de l'URSS au Vietnam et sur la fracture grandissante entre la Chine et l'Union soviétique. Car les deux nations ont des interprétations différentes du communisme. Ces renseignements pousseront le président américain Richard Nixon à renouer les liens avec la Chine pour faire pression sur l'URSS. Les informations que fournissait Polyakov étaient une véritable mine d'or. Aucun autre agent n'aurait pu les obtenir. Et elles donnaient un avantage considérable à la CIA, qui avait d'ailleurs affecté une équipe entière au traitement de ces renseignements. À 27 ans, Sandy Grimes est recrutée par la CIA pour travailler au sein de l'unité dédiée au GRU. Je ne savais même pas ce que GRU voulait dire. Mais au bout d'un mois, le chef du service m'a convoqué. Et il m'a expliqué que notre équipe était là pour couvrir le travail d'un seul et même agent de renseignement, Dmitri Fyodorovitch Polyakov. J'ai lu tous les documents qu'il avait transmis à la CIA et qui avaient été traduits en anglais. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce qu'était le GRU et ce que cet homme faisait réellement. Sandy Grimes rencontre aussi les employés de l'unité consacrée au bloc soviétique. Parmi eux se trouve Rick Hems, un officier traitant qui l'a conduit jusqu'au siège de la CIA presque tous les jours. C'était un fainéant. Tout le monde le savait. Il passait son temps à aller de bureau en bureau pour parler de sujets intellectuels qui n'avaient rien à voir avec notre travail. Et personne ne voulait faire équipe avec lui parce qu'il ne faisait rien. Il est souvent en retard, boit beaucoup et commet des erreurs graves, comme lorsqu'il oublie une mallette remplie de photographies confidentielles dans le métro. Mais au lieu d'être licencié, Rick Hems est transféré au bureau de la CIA à New York, une décision qui sera lourde de conséquences pour l'agence et pour Topat, son espion d'élite. Après avoir passé 7 ans au Vietnam et en Birmanie, Dmitri Polyakov est affecté à l'ambassade soviétique de New Delhi, en Inde. Au même moment, il est promu général du GRU. Il devient l'agent double le plus haut placé avec lequel la CIA ait jamais travaillé. Quand on a appris qu'il avait été promu, je me souviens qu'on a ouvert quelques bouteilles. Je ne sais plus si c'était du vin ou autre chose, mais on a tous bu à sa santé, parce que c'était un moment historique. À New Delhi, Topat est pris en charge par un nouvel officier traitant de la CIA, Paul Dillon, le père d'Eva. Il parle couramment russe et occupe le poste de premier secrétaire de l'ambassade américaine à New Delhi. Mais sa véritable mission consiste à superviser les activités de Polyakov. Mon père et Polyakov se sont tout de suite bien entendus. Et cette amitié leur a permis de former un duo d'une efficacité redoutable. En guise de couverture, Dmitri Polyakov fait croire au GRU que Paul Dillon travaille pour lui. Il a expliqué à ses supérieurs qu'il allait pêcher avec mon père pour discuter avec lui et obtenir certaines informations. Évidemment, c'était toujours de faux renseignements. On n'aurait pas pu rêver meilleur officier traitant que Paul Dillon. Polyakov et lui avaient une très belle amitié. C'était des conditions idéales et ce séjour à New Delhi correspond aux meilleures années de notre collaboration avec Dmitri Polyakov. Il était au sommet de sa carrière pendant son premier séjour en Inde. Il avait été nommé à la tête de la branche du Parti communiste à New Delhi, ce qui ajoutait une corde de plus à son arc. Et il ne pensait qu'à sa famille et à son travail. C'est ce qui en faisait un excellent agent.
Dimitri Polyakov a révélé l'identité de 150 agents secrets qui travaillaient pour le compte des Soviétiques dans différents pays du bloc occidental. Mais il a surtout transmis des renseignements qui ont permis au gouvernement américain d'avoir un temps d'avance sur leur grand rival à des moments clés de la guerre froide. Une fois par semaine, Paul Dillon retrouve le chef du bureau de la CIA à New Delhi dans une pièce hautement sécurisée et insonorisée pour lui remettre les renseignements fournis par Polyakov. Grâce à Polyakov, les généraux de l'armée américaine ont découvert que les Russes portaient le même regard qu'eux sur la guerre nucléaire. Les dirigeants de l'armée soviétique craignaient d'avoir un programme militaire trop faible, ce qui était aussi le cas des Américains. Les renseignements transmis par Polyakov ont permis aux États-Unis d'en savoir beaucoup plus sur la stratégie militaire du bloc soviétique, notamment d'un point de vue défensif. Et quand vous savez quel type de radar et de protection vos ennemis utilisent, ou la limite d'altitude des missiles qu'ils peuvent tirer, vous pouvez adapter votre propre programme militaire de manière à mieux assurer la sécurité de votre pays. Passé maître dans l'art de l'espionnage, Topat n'hésite pas à prendre d'énormes risques. On avait constamment peur pour lui. On craignait que le KGB se mette à le soupçonner. Couvrir un agent aussi haut placé impliquait d'immenses responsabilités. Il suffisait d'une erreur pour qu'il soit démasqué, ce qui aurait été désastreux pour cette opération. Un jour, son secrétaire à l'ambassade lui a apporté un télégramme qui venait d'arriver en lui disant que c'était top secret. Et il lui a suffi d'un coup d'œil pour savoir qu'il devait le transmettre à la CIA au plus vite, tant c'était important. Parce qu'il venait tout simplement de recevoir la liste de tous les objectifs de l'Union soviétique pour chaque pays du monde. De quoi donner un avantage considérable aux États-Unis. Il a photographié les documents avec l'appareil miniature qu'on lui avait fourni, un gadget qui venait d'être inventé. Et il a repris les mêmes photos avec l'appareil 35 mm qu'il utilisait depuis le début de sa carrière. Il savait que c'était très risqué, parce que son secrétaire aurait pu entendre les déclics réguliers que produisait l'appareil. Mais il voulait s'assurer d'avoir des clichés de bonne qualité. Et il a eu raison. Parce qu'en développant les pellicules qu'il nous a transmises, on s'est rendu compte que les photos prises avec l'appareil miniature étaient inexploitables, toutes blanches, alors que celles du 35 mm étaient parfaites. Et ça a permis aux États-Unis d'avoir accès aux objectifs que l'Union soviétique avait fixés pour tous les pays du monde. C'était exceptionnel, et il avait pris des risques énormes pour nous les transmettre. Mais il n'a jamais hésité à se mettre en danger. Jamais. Comme il opérait dans des conditions idéales, on a tout fait pour qu'il nous fournisse le plus de renseignements possible. Et les résultats étaient extraordinaires. C'étaient les plus belles années de notre collaboration. Après 4 ans passés à New Delhi, Dimitri Polyakov est rappelé à Moscou. Mais cette fois, le bureau local de la CIA est bien mieux préparé. La CIA venait de mettre au point un système permettant à un officier traitant et à un agent de renseignement, comme Dimitri Polyakov, de communiquer sans avoir besoin de se retrouver quelque part, ce qui était évidemment beaucoup moins dangereux pour eux. Tout reposait sur ce qu'on appelait le Buster, un système électronique conçu pour exploiter les fréquences radio. Mon épouse et moi avions un appareil branché sur ces fréquences. Et il arrivait qu'on reçoive des transmissions clandestines. Il s'agissait d'une station de base qu'on gardait dans notre appartement à Moscou. Il suffisait qu'un espion traverse notre quartier à pied ou dans sa voiture pour nous envoyer un message.
Et c'était une méthode sûre. Tant que vous émettiez pendant moins de 3 minutes, les soviétiques ne pouvaient pas détecter vos transmissions. Et quand on recevait des messages de Polyakov, que ce soit par le biais de ce système ou des boîtes aux lettres mortes, c'était toujours un grand moment. Comme il occupait un poste très important au sein du GRU, il ne nous donnait que des renseignements d'excellente qualité. Cette opération était historique, c'était inédit. Quand Topat est réaffecté à New Delhi 4 ans plus tard, il apprend que Paul Dillon est tombé gravement malade et a dû rentrer aux États-Unis. Il rencontre alors Scotty Skotso, son nouvel officier traitant. L'opération qu'on menait avec Dimitri Polyakov avait une telle ampleur, et elle a duré si longtemps, qu'il fallait forcément changer d'officier traitant de temps en temps. S'il était resté en contact avec une seule et même personne dans les différents pays où il était allé, ça aurait forcément éveillé les soupçons des soviétiques. Scotty Skotso avait le profil idéal pour s'occuper de Dimitri Polyakov. Son attitude et sa manière de travailler étaient similaires à celles de Paul Dillon et John Mabey, ses prédécesseurs. La collaboration fructueuse entre Topat et la CIA continue tout au long de l'année 1979. Mais le début de l'année suivante, l'agent commence à se demander s'il n'est pas suivi par le KGB. Quelques semaines plus tôt, Robert Henson, un agent du FBI, a commencé à espionner les services secrets américains pour le compte des soviétiques. Dès sa première rencontre avec le GRU, il fournit des centaines de documents top secrets, parmi lesquels figurent les noms de fonctionnaires russes travaillant pour les Américains. Et la liste mentionne le nom de code d'un général du GRU, Topat. Dans le monde de l'espionnage et du contre-espionnage, le succès d'un espion peut rapidement être anéanti par celui d'un autre agent travaillant pour l'ennemi. Il faut arriver à tirer son épingle au sein d'un gigantesque kaléidoscope de vrais amis et de faux alliés. Et c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. De plus, c'est un jeu qui peut être dévastateur pour un pays. Les services de renseignement sont plongés dans un état d'incertitude permanent à cause de ça. Et que ce soit durant la guerre froide ou à l'heure actuelle, les gouvernements sont contraints de composer avec cette réalité. Mis en danger par les révélations de Robert Henson, Dimitri Polyakov interrompt ses activités d'espionnage pendant plusieurs années. Mais le mal est déjà fait. Il a reçu un télégramme assez surprenant qui lui demandait de revenir à Moscou pour participer à une conférence. Et quand un agent est confronté à une situation inhabituelle telle que celle-ci, ça soulève immédiatement des inquiétudes. La dernière rencontre avec lui a eu lieu dans son appartement, qui se trouvait dans l'un des bâtiments de l'ambassade de l'Union soviétique. C'était son idée. Je n'aurais jamais choisi cet endroit. Le représentant local du KGB vivait juste au-dessus. Mais ça ne lui faisait pas peur. Et on est entré par la porte principale de l'immeuble. En 40 ans de carrière, je n'ai jamais eu aussi peur. Il avait du cran, ça c'est incontestable. Il y avait des agents soviétiques partout dans l'enceinte de l'ambassade. Mais ils l'ont traversé à pied comme si de rien n'était. Et ça a marché. Il avait vidé tous ses placards comme s'il allait déménager. Toutes ses affaires étaient entassées par terre, au milieu du salon, et ça m'a surpris, parce que je pensais qu'il n'allait faire qu'un passage à Moscou avant de revenir à New Delhi. Mais il m'a simplement dit, qui sait ce qui pourrait arriver ? Scotty Skotso était inquiet pour lui. Il lui a dit qu'il n'était pas obligé de rentrer en Russie et qu'il pourrait avoir une très belle vie aux États-Unis. C'est la seule fois où je l'ai entendu hausser le ton. Il m'a dit, « Je ne fais pas ça pour ton pays. Je ne fais ça ni pour toi, ni pour ton peuple, ni pour ton gouvernement.
C'est pour mon pays que je fais ça, pour mon peuple. Parce que depuis 60 ans, les Russes souffrent à cause des ordures qui dirigent le Parti communiste. C'était la première fois qu'il s'exprimait ouvertement sur la raison pour laquelle il collaborait avec nous. Il travaillait pour nous parce qu'il était opposé à son gouvernement. Sa motivation principale était idéologique. Il ne supportait ni la corruption qui gangrénait le régime soviétique, ni l'obsession de ses dirigeants pour la guerre. Ces aspects l'inquiétaient beaucoup. Et il a terminé par une phrase qui nous a surpris quand Scotty nous l'a répétée. Je suis né en Russie, je suis russe et je serai toujours russe. Ce dont je me souviens très bien, c'est qu'il avait parfaitement conscience de ce qui l'attendait s'il se faisait prendre, la torture et une tombe anonyme. On en avait tous conscience. C'était à nous d'assurer la sécurité de nos agents. Il prenait des risques immenses pour nous. Et on devait tout faire pour qu'il survive. On avait extrêmement peur pour lui à ce moment-là. Mais peu de temps après son retour à Moscou, il a commencé à publier des articles dans un magazine de sport russe qu'on recevait à l'agence. Lors de son deuxième séjour à Moscou, Dimitri Polyakov a mis en place un système de communication secret avec la CIA par le biais d'une revue de chasse. Quand on a vu son nom au bas de cette série d'articles, on a su qu'il était toujours vivant et c'était un immense soulagement. C'était merveilleux. Par chance, le KGB n'a pas pu vérifier les renseignements fournis par Robert Hanssen au sujet de l'agent Topat. On ne pouvait évidemment pas arrêter un général sans avoir des preuves concrètes de sa trahison. Et il y avait beaucoup d'agents du GRU qui refusaient de croire que Polyakov ait pu travailler pour le compte des Américains. Si Topat n'est pas inquiété, c'est aussi parce que le GRU ne veut pas se discréditer. Il y avait une grande rivalité entre le GRU et le KGB à cette époque. Chaque agence faisait tout pour détruire la crédibilité de l'autre. Tous les coups étaient permis. Au sein du GRU, personne n'allait prendre le risque d'admettre que le général Polyakov était bel et bien un espion qui travaillait pour le FBI et la CIA depuis 1964. C'était la condamnation assurée. Bien sûr qu'il y aurait eu des conséquences pour ceux qui savaient. Le parti les aurait punis. Pourquoi laisser un traître agir contre l'intérêt de l'Union soviétique pendant aussi longtemps? Le GRU n'ayant pas assez d'éléments pour arrêter Polyakov, il l'assigne à résidence dans sa datcha au nord de Moscou. Pour le moment, Topat est en sécurité. Et de son côté, la CIA peut compter sur d'autres agents soviétiques. Vers le milieu des années 70, la CIA avait réussi à recruter un certain nombre de fonctionnaires russes. Quand je me suis installé à Moscou avec ma femme à la fin des années 70, il y avait déjà une longue liste d'employés du gouvernement soviétique qui travaillaient pour nous. Cette époque était l'âge d'or de la CIA. On obtenait des renseignements dont on n'aurait jamais rêvé. Mais tout s'est arrêté subitement en 1985. L'identité d'une très grande partie de nos agents a fuité et ça a été une véritable hécatombe. En l'espace de 6 mois, un grand nombre d'agents soviétiques travaillant pour la CIA sont arrêtés ou enlevés dans le plus grand secret. Une caméra de vidéosurveillance filme l'arrestation d'Adolf Tolkachev, surnommé l'espion qui valait $1 milliard. Il fait partie des nombreux alliés de la CIA exécutés pour trahison. Quand je suis rentré aux États-Unis après une mission à Vienne, j'ai tout de suite demandé où en était l'enquête sur ce qui s'était passé en 1985. Je voulais savoir pourquoi tous ces agents russes avaient été exécutés les uns après les autres. Et j'ai été stupéfait d'apprendre que le dossier avait été rangé dans un tiroir. L'enquête était au point mort.
et il n'y avait plus personne pour s'en occuper. Donc, avec l'aide de Ted Price, qui avait intégré le nouveau service de contre-espionnage de la CIA au même moment que moi, j'ai décidé de rouvrir l'enquête. Il est hors de question que cette affaire tombe dans l'oubli. On a monté une équipe pour nous aider. On a notamment fait appel à Gene Verdafé et à Sandy Grimes. Et on a aussi collaboré avec le FBI, ce qui constituait une première. Jean et moi nous sommes replongés dans le dossier pour essayer de comprendre comment tous ces agents russes avaient été démasqués. Et il était impossible que ce soit le résultat d'une faille dans nos systèmes de communication. Il s'agissait forcément d'une trahison. La petite unité de la CIA reçoit ensuite l'ordre d'établir une liste de suspects potentiels. On a dénombré plusieurs centaines de personnes qui avaient eu accès aux informations obtenues par les Soviétiques. Et on a réduit cette liste en procédant au cas par cas. On leur demandait notamment de passer au détecteur de mensonges, en leur faisant croire que c'était de simples contrôles de routine. Mais c'était très difficile, parce qu'on interrogeait des professionnels du renseignement, des agents de la CIA qui étaient rompus à ce genre de situation. Et si les coupables avaient deviné qu'ils faisaient l'objet d'une enquête, on ne les aurait plus jamais revus. Un nom rejoint rapidement le sommet de la liste. C'est celui d'un officier traitant de la CIA et ancien collègue de Sandy Grimes, Rick Helms. Il vient tout juste de rentrer d'une mission à Rome. Quand je l'ai revu, je n'y croyais pas. Je ne l'ai même pas reconnu. Première surprise, il avait les cheveux propres. Il était bien coiffé et portait un costume qui avait dû lui coûter plus de 1000 $. Aucun agent n'était habillé comme ça. Il avait complètement changé, que ce soit dans sa manière de s'habiller, sa manière de se tenir, son comportement. Ce n'était plus le même homme. Un jour, Rick Helms propose à Sandy Grimes de l'aider dans son enquête. Il m'a dit, « Écoute, si tu as besoin d'un coup de main à un moment ou à un autre, appelle-moi. Je t'aiderai avec grand plaisir. » En entendant ça, j'ai dû me retenir d'éclater de rire. J'ai eu beaucoup de mal, mais j'ai simplement répondu, « C'est noté. » Rick Helms fait désormais partie d'une unité commune du FBI et de la CIA qui travaille sur le programme Courtship. Son objectif ? Recruter des agents parmi les représentants de l'Union soviétique à Washington. Helms est donc en contact avec plusieurs fonctionnaires russes. Il est également au milieu d'un divorce très coûteux et vit avec une femme prénommée Rosario. On s'est vite rendu compte qu'ils vivaient bien au-dessus de leurs moyens. Ils avaient un train de vie très luxueux. On trouvait ça très intriguant. Ça nous laissait penser qu'on venait peut-être de trouver notre taupe. Et on a obtenu plusieurs mandats de perquisition auprès du FBI pour en savoir un peu plus sur ses activités et sur sa situation financière. Les enquêteurs découvrent que Rick Helms a acheté sa maison avec un paiement en liquide et qu'il a déposé 1,3 million de $, sur un compte suisse. Et ce n'est pas tout. En parcourant ses comptes bancaires, Sandy et Jean ont remarqué plusieurs dépôts de 9 000 $ à intervalles réguliers. Et le plus étrange, c'est que cet argent semblait sortir de nulle part. Ça ne correspondait à aucune de ses activités. On a obtenu 3 bordereaux de dépôt. Et en comparant la date du premier à la chronologie de ses déplacements, j'ai fait une découverte intéressante. Ce jour-là, il avait déjeuné avec Sergei Tchouvakin, un fonctionnaire russe qui ne travaillait pas pour nous. J'ai comparé la date du deuxième bordereau. Là aussi, il avait déjeuné avec Tchouvakin le même jour. Et c'était pareil pour le troisième dépôt, qui datait du 31 juillet. Ce jour-là, une fois de plus, il avait déjeuné avec Tchouvakin. La preuve était là. Ça a été comme une révélation. La correspondance exacte entre la date des dépôts et les déjeuners avec Sergei Tchouvakin, un officier du service du contre-espionnage du KGB, prouve la trahison de Rick Helms.
Je suis immédiatement allée voir mon chef dans son bureau. J'ai fermé la porte derrière moi et je lui ai tout expliqué. Je n'ai même pas eu besoin de le convaincre parce que les faits parlaient d'eux-mêmes. Et j'ai terminé en lui disant « C'est cette ordure de Rick qui travaille pour les soviétiques. » Ça a mis fin à notre enquête. Le FBI a fini par l'arrêter. Et j'étais ravie. Ravie. Les différents dispositifs de surveillance mis en place par le FBI ont ensuite permis de prouver que c'était bien lui qui avait divulgué les noms de nos agents russes. Rick n'était pas un très bon espion. Les agents du FBI n'ont eu aucun mal à fouiller dans ses poubelles, par exemple. Ce ne sont pas des opérations très agréables, évidemment, mais ils ont découvert des notes grossièrement déchirées qu'il avait rédigées en vue de ses rencontres avec le KGB. Ils ont même trouvé un ruban d'imprimante à partir duquel ils ont pu reconstituer un document qu'il avait transmis aux Soviétiques. À partir de là, c'était fini pour lui. On savait qu'il travaillait pour les Russes, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Rick Ames n'avait pas seulement trahi sa patrie, mais aussi toutes les personnes qu'il avait côtoyées à la CIA. Il avait du sang sur les mains. Il a tué nos agents russes en les dénonçant. C'était comme s'il les avait lui-même séquestrés dans une cave, qu'il leur avait dit de se mettre à genoux et qu'il leur avait tiré une balle dans la tête. Arrêté par le FBI, Rick Ames nie tout en bloc. Mais Rosario passe immédiatement aux aveux et rejette toute la responsabilité sur son compagnon. Elle explique qu'il travaille pour les Russes depuis 9 ans. Un jour, il s'est présenté à l'ambassade soviétique et il est allé voir la personne qui s'occupait de l'accueil. Il lui a tout simplement demandé de parler à un représentant du KGB. Il avait une offre à leur faire. Il voulait leur vendre des vies humaines. Quand Rick Ames est entré en contact avec les services de renseignement soviétiques en 1985, il était déjà en possession d'une liste de noms. Elle mentionnait les fonctionnaires russes qui avaient travaillé pour le compte des États-Unis par le passé, ceux que les renseignements américains étaient en train de former, ceux qui collaboraient avec l'ennemi à ce moment-là, et même les agents qui étaient retraités ou décédés. Et il a aussi fourni des documents décrivant toutes les opérations de la CIA sur le territoire soviétique. Quelques mois plus tard, Sergei Tchouvakin, l'officier traitant de Rick Ames au KGB, lui remet une note sur laquelle est écrit « Félicitations, vous êtes désormais millionnaire ». Ça a commencé comme ça. Du jour au lendemain, il est devenu quelqu'un. Et c'était tout ce qui comptait pour lui. Même si ça impliquait de collaborer avec notre ennemi et que des gens soient tués. Il ne pensait qu'à l'argent. Lors de sa première rencontre avec le KGB, Rick Ames fournit une quantité d'informations confidentielles sans précédent. C'est mon ami Victor Cherkashin qui est allé dîner avec lui ce soir-là. C'était en juin 1985. Et je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième note que Rick Ames lui a passée. Mais à un moment, il lui a donné une longue liste d'agents doubles en écrivant leur nom sur une serviette. L'identité de la plupart des fonctionnaires russes collaborant avec la CIA vient d'être révélée. Un renseignement qui confirme aussi les accusations portées par Robert Hanssen contre l'agent Topat. Le KGB a désormais la certitude que Dimitri Polyakov est un traître. Comme on dit en Russie, c'était le brin de paille de trop sur le dos du chameau, celui qui le force à mettre le genou à terre. Depuis qu'il est rentré en Russie 5 ans plus tôt, Dimitri Polyakov mène une vie paisible et discrète dans la maison de campagne qu'il occupe avec sa famille. Mais les révélations de Rick Ames font tout basculer. Quand le moment est venu d'arrêter le général Polyakov, il a fallu que l'on décide de la manière dont on allait procéder. Et pour nous, le mieux était que ça se fasse en secret.
Parce qu'on ne voulait pas que son entourage et que les Américains s'en rendent compte tout de suite. Polyakov avait été prévenu de notre arrivée, donc il avait revêtu son uniforme. Une fois chez lui, on a procédé à son arrestation. Et on était accompagné par des soldats du groupe Alpha qui ont tenu à l'immobiliser. Ça s'est fait de manière assez musclée. J'ai vu la vidéo de l'arrestation de Dimitri Polyakov par le KGB. C'était très dur à regarder. Ça m'a brisé le cœur. Parce que j'ai vu cet homme exceptionnel aux mains des agents du KGB. Et parce que la scène était terrifiante. Quand ils l'ont arrêté, ils ont immobilisé sa tête au cas où il ait eu une fausse dent remplie de cyanure pour se suicider. On a l'impression qu'il est en état de choc. Il regarde droit devant lui du début à la fin. Il savait qu'il allait être exécuté. De toutes les vidéos que j'ai vues dans ma carrière, c'était la plus dure. Après son arrestation, Dimitri Polyakov a accepté d'avouer ses crimes à une condition, que le régime soviétique ne s'en prenne pas à sa famille. Il a demandé qu'elle puisse garder sa datcha et son appartement à Moscou, qu'elle ne soit pas appauvrie et que ses biens ne soient pas confisqués. Le KGB a accepté et ils ont couché leur engagement sur papier. Après quoi, il est passé aux aveux, sans rien cacher. Dimitri Polyakov passe d'abord 16 mois à Lefortovo, l'une des prisons les plus sinistres de l'URSS. Il est ensuite jugé et déclaré coupable de haute trahison. Il n'y avait que deux issues possibles pour les traîtres. Soit ils étaient condamnés à la prison à perpétuité, soit ils étaient condamnés à mort. La justice était intraitable à ce niveau. Si vous étiez pris, il n'y avait plus aucun espoir. Et ceux qui étaient condamnés à vie finissaient par être exécutés. On savait qu'il allait mourir. C'était inévitable. On savait aussi que dans ces cas-là, les exécutions se faisaient avec une balle derrière la tête. Et que les corps des traîtres étaient enterrés dans des tombes anonymes. C'était comme s'ils n'avaient jamais existé. Ça peut paraître impensable aujourd'hui, mais ça se passait comme ça. J'ai traité Polyakov comme j'aurais traité n'importe quel autre camarade dans ce genre de situation. Pour moi, un traître est un traître. Il n'y a rien qui puisse justifier un tel acte. Vous pouvez avoir les meilleures raisons du monde, mais vous serez toujours considéré comme un traître. La CIA n'apprend la vérité sur le destin tragique de Dimitri Polyakov qu'après l'arrestation de Rick Helms. I knew quite well when I gave the names of our agents in the Soviet Union that I was exposing them to the full machinery of counter-espionage and the law and prosecution and capital punishment, certainly in the case of KGB and GRU officers. Obviously, these folks I knew would have to answer for what they'd done. On l'a perdu. Quand on a appris qu'il avait été exécuté en 1988, c'était comme si on avait appris la mort d'un membre de notre famille. Toute la CIA était dévastée. On avait perdu l'un des plus grands espions avec qui on n'ait jamais collaboré à Moscou. That men like Polyakov gave up names. They gave up secrets. I did the same thing. For reasons that I considered sufficient to myself. I gave up the names of some of the same people who had earlier given up others. It's a nasty kind of circle with terrible human costs. On ne peut pas mettre un individu comme Rick Helms dans le même panier que Dimitri Polyakov parce que leur motivation n'avait rien à voir.
Polyakov a pris le risque de devenir agent double pour que son peuple ait une vie meilleure. Il voulait sauver l'Union soviétique. Rick Ames est devenu agent double par pure cupidité, et des centaines de personnes sont mortes à cause de lui. Peu de temps après l'exécution de Dimitri Polyakov, un vent de révolte balaie le bloc communiste. Et après la chute du mur de Berlin, l'Union soviétique s'effondre en 1991, mettant officiellement un terme à la guerre froide. Je suis très fière de savoir que mon père et le général Polyakov ont écrit une page de l'histoire ensemble et qu'ils se sont mis en danger pour assurer notre sécurité.